Bonjour à tous, doux réveil, je suis ravie de vous retrouver ce matin et je vous emmène tout de suite à Hong Kong. Hong Kong au cœur de l'actualité, vous le savez, depuis de longues semaines et où une nouvelle n'est pas passée inaperçue. C'est officiel, l'appli TikTok se retire de l'ex-colonie britannique. Illustration de la victoire progressive de Pékin. En dépit des manifestations et des prises de position de ses habitants, la liberté d'expression est étouffée. TikTok vous dit certainement quelque chose, c'est cette application chinoise de vidéos courtes et de danse plébiscitées par les millennials du monde entier. Et le paradoxe est là, TikTok est présent partout dans le monde, sauf en Chine continentale où elle est interdite. En se retirant de Hong Kong moins d'une semaine après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale qui est imposée par Pékin. C'est tout un symbole qui accompagne cette décision. Merci beaucoup à Clarisse Coumeau qui a illustré mon propos ce matin. Cinq entrepreneurs dans Smart Up ce matin pour faire le plein d'énergie. On va parler du groupe Barrière avec Alexandre Dessaigne, vice-président du groupe en charge des hôtels et des restaurants. On s'interrogera également comment les magasins d'optique se réinventent-ils en cette période post-crise et dans un marché en croissance. Et puis on fera un petit tour du côté du vin bio en fin d'émission. Une émission dense comme tous les jours qui commence avec vous, Olivia, avec vos chiffres du jour. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. 51,1 millions d'emplois sauvés aux États-Unis grâce à un programme d'aide de grande envergure. L'administration Trump a révélé lundi comment 521,4 milliards de dollars d'argent des contribuables a été injecté dans les petites entreprises, mais aussi des organismes dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale. 64 milliards de dollars, 54 ont été investis dans les entreprises de fabrication à plus petite échelle et là où on ne s'attendait pas, plus de 7 milliards de dollars pour des organisations religieuses. Effectivement, on fait un petit tour du côté de la Grande-Bretagne également, Olivia. Je veux que toutes nos institutions culturelles reviennent à la normale, a déclaré Olivier Dowden, le ministre de la Culture britannique. En début de semaine, la Grande-Bretagne va en effet investir près de 2 milliards de dollars dans les arts, soit 1,57 milliard de livres sterling. Le pays espère développer des spectacles en plein air dans des lieux culturels et qui respectent la distanciation sociale. La culture est un secteur de premier plan qui a durement été touché par le coronavirus. Le gouvernement britannique a déclaré que l'investissement était le plus important jamais réalisé dans ce secteur. Vous nous emmenez également en Mauritanie. Oui, Capucine, où 935 000 € ont disparu de la réserve de la Banque centrale. Un incroyable détournement d'argent permis par une faille dans le système de gestion interne de la banque. L'affaire a été portée devant la justice. Les agents soupçonnés interpellés. La BCM a été créée en 1973 au lendemain de la sortie de la Mauritanie de la zone du franc CFA. Et on termine avec un chiffre plus léger. Tout à fait, Capucine. 415 000 dollars, soit 367 480 €. C'est ce que va dépenser la chanteuse Rihanna pour louer un cottage dans les Hamptons. De la mi-juillet à la mi-août, selon le New York Post, une maison qui s'étend sur 1 hectare, dotée d'une plage et d'un quai privé de 26 mètres. Selon Business Insider US, cette année a été la plus folle dans les Hamptons. La demande de location a augmenté car les citadins riches cherchent à s'isoler loin des grandes villes et dans le confort durant la pandémie. Merci beaucoup Olivia pour cette petite touche glamour de fin de séquence. On enchaîne tout de suite avec Smart Leader, Alexandre Dessaigne tout de suite. Bonjour et bienvenue Alexandre Dessaigne, Barrière. Merci d'avoir accepté notre interview dans cette séquence. Smart Leader, je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Lucien Barrière en charge des hôtels, de la restauration et de la transformation. La France traverse une crise d'une ampleur absolue qui devrait faire chuter le PIB d'environ 11% sur l'année 2020. Vous gérez 17 hôtels en France, un à l'étranger, au Maroc, c'est ça, 140 restaurants, vous avez 7000 collaborateurs, un chiffre d'affaires groupe en 2019 qui est presque à 1,3 milliard d'euros. Comment vont les hôtels et les restaurants de votre groupe dans cette crise absolument inédite ? Bonjour Capucine, merci de m'avoir invité. Écoutez, comme vous pouvez l'imaginer, on a fermé pendant 3 mois. Le groupe Barrière, vous l'avez dit, c'est 33 casinos, un cercle de jeux, plus de 140 restaurants, 18 hôtels. On fait environ 3 millions de chiffres d'affaires par jour. 3 mois,
fois 3 millions, plus les charges fixes. Donc évidemment, c'était pas une période optimale. Mais soit on se lamente, on regarde ce qui s'est passé, ou alors on regarde vers l'avenir et on se dit comment on peut rebondir. L'avenir, il peut être différent ? Ah bah, il va être différent. Alors, quand le bateau coule, pendant ces 2-3 mois, comment est-ce qu'on tient la barre et quelles décisions est-ce qu'on prend justement ? Comment est-ce que vous avez travaillé pendant cette période ? Le plus important, ça a été vraiment de garder le contact avec l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'était de garder le contact avec l'ensemble des DG, de mes directeurs d'hôtel, de mes directeurs de restaurants. Et eux, vraiment, j'insistais, et ils le faisaient de toute manière tout à fait naturellement, pour qu'ils gardent le contact avec leurs équipes. Parce qu'on s'aperçoit que, au-delà évidemment de la perte de salaire liée au chômage partiel de 16%, il y a vraiment l'isolement qui est un grand problème. Et donc nos DG et l'ensemble de nos collègues ont essayé vraiment de faire en sorte que chacun ne se sente pas isolé durant cette période extrêmement difficile. On enchaîne les moments un peu difficiles. Je rappelle que le Phuket sur les Champs-Élysées a donc été incendié. C'était à l'hiver 2018-2019, si mes souvenirs sont bons. Cet incendie, plus la crise, quel va être l'impact sur votre groupe pour les 6 premiers mois de l'année 2020 ? Vous savez, on a un groupe centenaire, donc on voit beaucoup plus loin que les 6 mois qui viennent. On se projette vraiment sur un futur à long terme. Donc l'impact, évidemment, on vient de subir, comme vous l'avez dit, un certain nombre de crises assez difficiles à gérer. Maintenant, on va s'en remettre. On a la chance de compter sur des collaborateurs extrêmement motivés, qui aiment le groupe et résilients. Donc vous l'avez dit, groupe centenaire, c'est plus que centenaire, puisque le groupe date de 1912. Absolument. Vous en avez vécu d'autres crises, et aussi puissantes, fortes que celle-ci ? Moi, personnellement, non, mais le groupe, oui. 2 guerres mondiales, une grippe espagnole. Donc on peut dire que c'est un groupe résilient. Vous êtes en charge de la transformation, en plus des hôtels et de la restauration. Vous parlez de l'avenir du groupe. À quoi va-t-il ressembler ? Qu'est-ce que vous allez modifier dans ce groupe qui est finalement devenu un paquebot au fil des années ? Je pense que tout groupe qui ne se remet pas en question perpétuellement, crise que l'on vit actuellement ou pas, est condamné à mourir. Et c'est grâce à cette remise en question perpétuelle que le groupe a su atteindre cet âge si vénérable. Il faut savoir que le groupe Barrière a toujours été pionnier. En 1912, on a créé le concept de resort à la française, avec un ensemble d'établissements, de casinos, d'hôtels, d'installations sportives réunis au sein d'un même lieu, bien avant qu'il y ait Las Vegas ou Macao. On a été les premiers à introduire, mon grand-père Lucien Barrière était le premier à introduire les casinos, les machines à sous en France, c'était au Casino de Deauville. Donc il s'agit toujours de se réinventer pour répondre aux attentes des consommateurs qui évoluent avec le temps. Alors les attentes des consommateurs, vous essayez de les épouser, vous avez engagé un vaste plan de rénovation des hôtels du groupe, avec notamment l'ouverture du nouveau Westminster au Touquet. Est-ce que vous allez pouvoir tenir ce trend de rénovation avec justement la crise ? Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont annulés ? Je pense que il faut vraiment, quand on fait face à une crise comme ça, il y a 2 manières de voir les choses. Soit on se dit on stoppe tout parce que c'est très grave, soit je pense qu'on essaie d'être un peu moins émotif et d'analyser de manière un peu plus froide la situation. Effectivement, on vient de traverser une crise très grave. Après, je pense qu'il ne faut pas tout arrêter, et on n'a pas tout arrêté, les projets continuent. On a une tranche d'investissement, effectivement, qu'on a décalé parce qu'il était plus prudent de le faire, mais on va continuer les investissements parce que c'est comme ça qu'un groupe grandit. Comment est-ce que vous avez adapté vos offres ? Est-ce que vous avez créé des offres sorties de confinement qui puissent justement épouser les tendances actuelles ? Je pense au télétravail, par exemple. Alors effectivement, on a créé une offre au niveau de l'hôtellerie, télétravail, où vous avez un package qui comprend non seulement votre chambre, mais également un espace où vous pouvez travailler. Donc c'est soit une chambre supplémentaire disponible la journée, soit un espace MICE. C'est suffisant pour faire face à cette crise ? C'est pas suffisant, c'est un petit élément, mais vous savez, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous pouvez nous parler ? Alors évidemment, ça a aussi accéléré la digitalisation d'un certain nombre d'éléments de notre business. Par exemple, bien avant la crise, on avait lancé un programme d'innovation avec un incubateur, et la crise et les nécessaires distanciations sociales et les nécessaires règles d'hygiène nous ont permis d'accélérer le déploiement de ce qu'on appelle Barrière Pay, qui permet aux clients de payer avec leur mobile
dans nos restaurants. Et l'avenir à 3 ans, même plus vite si on peut, c'est que tout client puisse payer au sein d'un établissement Barrière, que ce soit un casino, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant ou autre, puisse payer avec son smartphone. Alexandre Dessaigne, quelle est la part de votre clientèle étrangère aujourd'hui? Si les étrangers viennent moins en France, il va falloir capter cette clientèle française qui, elle, est sur place. Est-ce que vous y pensez? Alors évidemment, on y pense. Alors la part de la clientèle française, elle est très différente selon les établissements. Par exemple, en moyenne, elle est de Paris et Cannes sont très dépendants de la clientèle étrangère. Donc évidemment, là, ils sont très impactés. Des stations comme Deauville, comme La Baule, comme Dinard sont beaucoup moins dépendants de la clientèle étrangère. Et aujourd'hui, réalisent des chiffres. Les prises de réservation pour cet été sont très encourageantes. Et dans certains établissements, on a déjà atteint les budgets de l'année dernière. Mais comment est-ce que vous les faites venir ou revenir, les Français? Vous avez adapté votre offre, notamment l'offre tarifaire? Alors, on a une chance, c'est que le gouvernement nous a aidés sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'il a déconseillé en partie aux Français de partir à l'étranger. Donc vous avez vraiment vu un impact? Oui, ah oui, donc avec des Français qui sont des nouveaux clients, qui ne seraient pas venus? Non, on va dire que ce sont sans doute des anciens clients qui sont partis à l'étranger parce qu'effectivement l'avion s'est démocratisé de plus en plus. Et aujourd'hui, en fait, ils redécouvrent la France et la beauté de ses paysages. Et le groupe Barrière a la chance, comme c'est un pionnier, d'avoir ces établissements dans des lieux parmi les plus beaux de France. Un mot de la restauration à présent, on l'a dit, vous avez 140 restaurants répartis, et bars répartis à travers le monde, dont l'emblématique Phuket d'Abu Dhabi, qui a ouvert en début d'année. Absolument. Vous ouvrez également un restaurant à Saint-Barth. Quelle est la part de l'international dans le chiffre d'affaires des restaurants et des bars? Et est-ce que c'est l'international qui va justement être un relais de croissance pour vous? Alors, aujourd'hui, le groupe, il a un problème, c'est qu'il est extrêmement dépendant de la France. Et sur la partie restauration? Sur l'ensemble du groupe, que ce soit pour tous les métiers. Et donc vraiment, un des objectifs, c'est de diversifier ses sources de revenus pour ne pas avoir, pour employer une expression populaire, tous nous dans le même panier. Donc c'est vraiment le développement à l'international, c'est vraiment une des stratégies du groupe pour grandir et aussi pour faire rayonner cette marque française centenaire à travers le monde. Donc racontez-nous, comment ça se passe à Abu Dhabi par exemple? Écoutez, vous savez, on a ouvert et peu de temps après, on s'est retrouvé confiné. Donc, mais on s'occupe de toute la restauration d'Abu Dhabi. On a notamment un Phuket dans l'eau d'Abu Dhabi. C'est une adresse extrêmement prestigieuse. On est très fiers d'avoir été choisis. Et pour les quelques semaines où ça a été ouvert, c'était sur un bon démarrage. Mais après, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Mais maintenant, il faut se concentrer sur le futur. Si le futur, c'est l'international, est-ce qu'il y a des zones géographiques sur lesquelles vous pourriez particulièrement vous implanter? Peut-être en Chine? Je pense que je ne suis pas le seul à le penser, mais je pense que le 21e siècle sera le siècle de l'Asie. Et donc, évidemment, on regarde énormément là-bas. On sait que il y a beaucoup de pays, le Japon, la Chine, qui apprécient énormément la culture française. Donc oui, on regarde vers ces pays-là, notamment, mais pas que. Je reste sur les restaurants, parce qu'on est sur le sujet. La digitalisation, c'est aussi un levier important. Et est-ce que c'est un facteur de performance économique pour les restaurants? L'exemple de Barrière Pay est à ce titre très, très révélateur, parce qu'en fait, entre le moment où vous demandez votre addition et le moment où vous partez, vous avez 10, 15, parfois 20 minutes, parce qu'il faut appeler le serveur, il faut qu'il vienne, il faut ensuite qu'il vienne avec le TPE. Donc évidemment, dès qu'on paye avec son smartphone, ça fait gagner 10 ou 15 minutes. Et donc, ça permet des rotations plus rapides des tables et donc plus de chiffre d'affaires. Dernière question, Alexandre Dessaigne. L'hôtel de demain n'aura rien à voir avec celui qu'il est aujourd'hui. L'expérience client, elle va vraiment être incontournable. Ça va devenir la pierre angulaire d'un séjour. Vous avez un service qui est irréprochable dans tous vos établissements. Comment passer à la vitesse supérieure? Comment imaginer un hôtel qui soit différent, peut-être plus agile? Alors, vous savez, personne n'est irréprochable, on donne le maximum. C'est vrai que vous misez tout plus sur le service que sur l'expérience client, peut-être. Vous savez, le terme d'expérience, tout le monde l'emploie aujourd'hui, à tort et à travers. Il est galvaudé. Je pense qu'il est un peu galvaudé. Alors après, effectivement, il y aura de plus en plus de digitalisation au sein des hôtels. Mais ce qui fait notre force, vous l'avez dit, c'est aussi la relation qu'ont nos collègues
avec nos clients. Vous avez par exemple moi j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont travaillé avec mon grand-père, avec ma mère. Ils ont connu des clients enfants qui sont aujourd'hui parents. Et donc ça, ce sont des liens que la digitalisation ne remplacera jamais. Donc vous allez miser là-dessus, sur l'image du groupe à travers les transgénérationnels finalement. On va miser sur évidemment la qualité de service, on va aussi s'améliorer dans la digitalisation de nos services parce qu'il faut mettre l'humain là où il est le plus, on va dire, pertinent. Il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées et donc on va s'employer à ça, mais l'humain restera incontournable dans nos métiers. On a des métiers de service et c'est évident que c'est d'ailleurs pour ça aussi que dans le cadre de la transformation, on a développé des formations parce que c'est vraiment une clé essentielle pour nos métiers. Alexandre de Seine-Barrière, vice-président du groupe Lucien Barrière en charge des hôtels et de la restauration. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. On enchaîne avec Smart Tomorrow et Gus qui nous a rejoint, directeur général de Circle Stratégie. Bonjour. Tout va bien? Mais super bien. Et on accueille deux invités sur ce plateau également. Laurent Lévy, vous êtes PDG d'Optical Center. Bonjour et bienvenue. Et Marion Favre-Laurin, vous êtes directrice générale de Marguerite. Marguerite, c'est une plateforme dédiée aux personnes en perte d'autonomie. Vous restez avec nous. On commence tout de suite par la petite chronique de Gus qui va nous parler aujourd'hui du sport et du loisir à la maison. Alors Gus, est-ce que c'est parce que le confinement a peut-être un petit peu modifié nos habitudes dans la pratique du sport, c'est ça? Alors oui, écoute, on va de nouveau faire ça avec beaucoup d'humilité, hein, mais le sport, oui, on a quand même franchement fait plus pendant le confinement. Tu me parlais de tous les efforts sportifs que tu avais fait en plateau. Donc oui, le sport a changé. Maintenant, c'est pas uniquement le confinement, c'est aussi les demandes du consommateur qui commencent à évoluer. Et comme on le dit souvent, la crise n'a fait qu'accélérer un certain nombre de choses qu'on aurait dû voir dans 2-3 ans et on se les prend 3 ans plus tôt. Okay, et alors, il y a des choses intéressantes à regarder, c'est typiquement la possibilité de salles de sport délocalisées. C'est-à-dire quoi? C'est que aujourd'hui, quand tu veux aller faire ton rameur ou te manger du fer dans tes haltères, tu vas à la salle de sport. On pourrait imaginer, il y a des modèles comme ça qui commencent à arriver à l'étranger, c'est en fait la salle de sport qui t'amène le matériel chez toi et qui te le met en fonction de ton évolution sportive. Donc, quand tu sais prendre 3 kilos, on t'amène des haltères de 3 kilos, et puis au fur et à mesure de ton évolution, on va t'amener des barres de 25 kilos, le rameur parce que ça fait partie de ton parcours. Et donc, en gros, on vient délocaliser la salle de sport et on vient amener ça jusque chez toi. Donc ça, ce sont des modèles. On connaît en plus la problématique des salles de sport aujourd'hui au niveau de la proximité, de tous ces aspects-là. Donc ça pourrait encore éventuellement accélérer ce type de choses-là. Il y a un autre truc avec le confinement qu'on a vu, c'est l'offre 100% digitale. On a vu ces professeurs de sport qui avaient toute leur communauté qui les suivait et qui ont donné des cours de sport complètement en ligne. C'était très anecdotique. Gratuitement, et sur Instagram. Et ils devaient garder leur truc, donc ils l'ont fait gratuitement. Mais c'est peut-être le début d'un modèle, en fait, se dire la notion de low cost dans le sport, c'est quelque chose qui a été très porteur avant la crise. C'est pas du low cost, c'est la notion de don surtout. Oui, mais le low cost, c'est la capacité de pouvoir donner des choses à pas cher. Et quand on doit tenir une salle de sport avec tout le matériel, etc., on essaye d'automatiser un maximum avec des robots. Il n'y a plus personne en tant que personnel dans tes salles de sport, mais on peut aller un step plus loin, c'est dire en fait, je m'abonne avec un prof, c'est mon prof, je le connais, je le suis, et j'ai une offre uniquement digitale. Et donc, je vais suivre mon prof uniquement digital. Donc, de nouveau, ce sont des choses qu'on voit déjà, mais qui pourraient s'accélérer dans le futur. Il y a un autre... Il faut se rendre compte que c'est 1/4 des Français qui font du sport en ligne pendant la crise. Donc, la notion d'en ligne a été franchement... il y a eu une forte adhérence là-dessus. Une autre chose qu'on voit en très forte croissance, c'est la réalité virtuelle. On imagine plus ou moins 1 million de casques de réalité virtuelle d'ici à 2022. Donc c'est un truc, quand on parlait il y a 5 ans, on se dit, mais attends, la réalité virtuelle, c'est un truc pour nos arrière-petits-enfants. Là, on y est franchement. Et c'est des choses, des offres au niveau du sport comme au niveau du loisir, des nouveaux types d'offres qu'on pourrait voir. Typiquement, les matchs de foot
il y a une très grosse différence entre un match de foot derrière ta télé et aller dans le stade, mais le bridge entre les deux, c'est peut-être la réalité virtuelle. Avoir ton casque et voir les spectateurs. Du coup, ça veut dire qu'on va devoir équiper ces stades de manière différente pour pouvoir avoir une offre bien spécifique là-dessus, mais ce sont des choses qu'on pourrait voir. Et donc, c'est tout ce qui est la partie foot, et puis après toute la partie, partie sportive, et toute la partie aussi culture, c'est-à-dire de la salle de cinéma à ta salle d'opéra, cette notion d'immersion et d'amener le consommateur dans une immersion totale au niveau de ce qu'il consomme, ce sont sans doute des choses qu'on verra apparaître dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Gus. J'espère que vous avez fait du sport pendant le confinement et que vous faites partie de ces 25% des Français. Vous avez fait un petit peu. On a fait beaucoup de sport, mais pas virtuellement. Ah non, mais tu as fait du sport chez toi. Oui. Vous avez fait du sport chez vous. Alors, Laurent Lévy, vous êtes président donc, du groupe Optical Center. Je rappelle que c'est la 3e enseigne du secteur de l'optique et de l'audition en France. Un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros, en croissance de 14% en 2019 par rapport à 2018. Vous avez même ouvert 43 magasins. Ça, c'était en 2019. Comment ça va se passer pour ce début? Ça se passe déjà sur ces 6 premiers mois 2020. Sur ces 6 premiers mois, on a ouvert 23 magasins et puis on va continuer à en ouvrir d'autres. On ouvre aujourd'hui. Et vous les aviez ouverts avant le confinement? Vous les avez ouverts pendant le confinement? On les avait signés entre fin d'année dernière et des premiers mois, janvier-février, d'accord. Et puis les magasins donc, qui étaient prévus pour mars-avril ont ouvert qu'en mai, juin, d'accord. Et là en juillet. Et maintenant, entre maintenant et la fin de l'année, on a une ouverture prévue chaque semaine. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Les Français ont un besoin incroyable de lunettes? Non, en fait, le système en France est le suivant. C'est vous cotisez une mutuelle, oui, d'accord, tous les mois, oui, confinement ou pas confinement. Et donc, lorsque vous allez chez votre opticien, vos lunettes sont déjà payées puisqu'il y a un tiers payant. Donc la mutuelle nous paye à nous directement. Oui, mais il y a des gens qui ne portent pas de lunettes. Il y a des gens qui ne portent pas de lunettes. Un tiers des Français. Okay, ne portent pas de lunettes pour l'instant, mais il y en a de moins en moins qui ne portent pas de lunettes à cause. Il y a de moins en moins. C'est bien là l'important, c'est qu'il y a de moins en moins de Français qui ne portent pas de lunettes. Donc du coup, vous êtes obligé d'ouvrir des magasins pour capter ces nouveaux consommateurs. Il y a de moins en moins de Français qui ne portent pas de lunettes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'aide, parce que les gens voient moins bien. Il y a un phénomène magnifique. Auparavant, on lisait le journal à 45 cm globalement. Okay, ouais. Maintenant, quand on lit à 10 cm plus près avec le téléphone. Donc on lit plus près. Ouais. Cette différence de 10 cm... Parce que les gens lisent avec leur téléphone? Oui, de plus en plus. Ouais. Et encore plus jeunes. Donc ces 10 cm-là, ça fait quoi? Ça a rendu les gens myopes. Donc il y a une épidémie de myopie phénoménale dans le monde. Et donc les gens sont myopes plus jeunes et donc plus de lunettes. Ah, okay. Donc, alors, ce qui est intéressant, Laurent Lévy, c'est que vous lancez un système très innovant en 2020. Vous l'avez déjà lancé d'ailleurs, qui s'appelle Optic Center Mobile. Et donc, c'est une flotte de véhicules qui va se balader dans les grandes villes pour aller à la rencontre des clients. C'est bien ça. Donc, 25 véhicules déjà lancés. Vous allez en lancer 25 autres dans les 6 mois qui viennent. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que le magasin, il ne fonctionne plus? Vous allez les fermer? Non. Il y a des personnes qui vont se déplacer. Et en fait, quels sont les héros de notre nation? Il y a une époque, on vous voyait nos grands-mères et on avait un respect très fort pour les anciens, n'est-ce pas? Et en fait, une nation qui ne respecte pas ses personnes âgées n'a pas d'avenir. La sagesse, l'expérience... Quel est le lien avec les voitures, là? Les voitures, on va voir qui avec les voitures, globalement. On va voir les personnes âgées à leur domicile. On fait de l'optique, de l'audition. On a une cabine homologuée, des brevets déposés sur le véhicule en question. D'accord. C'est phénoménal. Donc ça veut dire que les personnes âgées ne se rendent plus dans vos magasins? Ils se rendent dans les magasins, mais jusqu'à 70, 80 ans, mais parfois 85 ans, 90 ans, 95 ans. Okay, c'est plus difficile. Du fait de la dépendance. On va, si elles sont en chaise roulante, on les prend. Notre véhicule est équipé pour les personnes âgées ou handicapées, d'accord, de système d'élévation. On fait l'examen de vue à l'intérieur. Il y a des stands de lunettes et il y a également une cabine d'audition, d'accord. Donc on fait les tests auditifs et on délivre les appareils sur place. C'est le format de l'épicier, quoi. Oui, l'épicier qui venait livrer beaucoup de brevets sur ce véhicule, d'accord, qui est extrêmement complexe technologiquement et qui rassemble l'optique et l'audition exactement comme en magasin. Donc l'OC Mobile, c'est un magasin Optical Center à domicile, dans les EHPAD notamment, à domicile, dans les sociétés. Et pourquoi vous ne faites pas que des véhicules? Le magasin physique est extrêmement important. On a un magasin Internet, on vend sur Internet, on vend dans les magasins physiques et on continue à en ouvrir et d'autant plus. Et les magasins physiques, en fait, le véhicule, il est là pour remplacer des magasins physiques qui ne sont pas rentables à certains endroits, quoi.
Non, pas seulement. Comment on fonctionne? La France, on l'a divisé en 100 zones. D'accord. Chaque franchisé ou chaque franchisé a une zone, ouvre globalement entre 7 et 10 magasins, et puis a son véhicule et va au-delà de la clientèle qui ne peut pas se déplacer. Est-ce que vous êtes à l'affût de tous les magasins qui vont fermer parce qu'il y a eu des faillites dans le domaine du prêt-à-porter, par exemple? Est-ce que vous êtes en embuscade pour récupérer des lieux un peu incontournables dans les zones urbaines? On n'est pas en embuscade. Par contre, on a besoin de magasins qui font 200 mètres carrés. Un magasin Optical Center, c'est grand. Donc, on ouvre régulièrement. Et voilà. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il est vrai qu'il y a des magasins qui ferment. On revient vers vous juste après. Je vous donne la parole à présent. Vous êtes donc la directrice générale de Marguerite, qui est une plateforme nationale qui aiguille donc les familles dans le champ du maintien à domicile. Un secteur évidemment en ébullition. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit et comment est-ce que vous évoluez sur ce marché très porteur de la silver economy? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marguerite, c'est une solution qui permet d'orienter et d'accompagner les personnes donc en recherche de solutions de maintien à domicile partout en France, grâce à des experts care managers et une plateforme web et téléphonique qui permet cet accompagnement. L'accompagnement, il se fait sur 3 niveaux. La première chose, c'est de pouvoir prendre en charge une situation. On s'est rendu compte au fil d'années d'expérience et d'analyse du terrain que les personnes, quand elles entrent dans la dépendance ou font face à une situation qu'on appelle de rupture de parcours, se retrouvent face à une offre très riche, mais en même temps très complexe. Et la difficulté pour eux, c'est d'identifier des solutions qui soient parfaitement adaptées. À savoir, est-ce que justement on va pouvoir maintenir ou non la personne à domicile? Pour plus de 90% d'entre eux, le souhait est de rester à domicile. Et dans la plupart des cas, il est possible d'organiser ce maintien à domicile. Nous, notre rôle, c'est effectivement de comprendre l'ensemble de la situation, d'apporter des solutions, à savoir est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on cherche une solution d'hébergement autre, et ensuite, quelles aides financières on va pouvoir mobiliser et vers quels acteurs du territoire on va pouvoir se tourner pour toute la partie intervention à domicile. L'avantage de Marguerite, c'est ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on a une vision vraiment 360 degrés du domicile et on prend en compte une vingtaine de corps de métier. Là où ça fait parfaitement écho à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement on travaille notamment sur la partie audition optique où effectivement on trouve le concept aussi d'opticien mobile assez pertinent pour des personnes qui, dans le cadre de la transition démographique en cours, sont amenés à un moment donné effectivement à ne plus pouvoir se déplacer pour des questions de transfert, pour des questions de déplacement. Et c'est quoi? C'est la maison de repos 2.0? C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va plus dans les maisons de repos et du coup vous mettez tout en place et il y a un système de mensualité comme dans une maison de repos? Comment est-ce que ça se passe? Alors nous, on ne fonctionne pas en termes de mensualité puisqu'en fait, on est vraiment un tiers de confiance aiguilleur, totalement impartial. Et c'est là aussi la clé finalement de notre solution, c'est qu'on va délivrer un accompagnement un petit peu à la manière d'un expert d'assuré. C'est-à-dire qu'on prend en compte les intérêts de la personne et à côté de ça, on n'a pas de partenariat de type capitalistique avec les professionnels qu'on est à même de recommander. Alors quel est le business model justement? Alors le business model est tourné vers les personnes. La personne paie pour son diagnostic d'une part et d'autre part, on a des groupes de protection sociale, des bailleurs sociaux qui prennent en charge la prestation pour le compte de leurs locataires, allocataires, adhérents. On en parlait, Gus, dans une de tes précédentes chroniques. Est-ce que ça rejoint ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que les personnes âgées vont être de moins en moins amenées à séjourner en maison de retraite? Est-ce que vous leur grignotez des parts de marché? Parce que ça va dans le sens de ce que vous dites. Finalement, ils veulent rester chez eux et donc vous leur amenez des services. On leur apporte des services et on allège un petit peu la charge des démarches. On essaye de simplifier le parcours de vie des personnes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour les maisons de retraite? Alors, il faut savoir que les maisons de retraite, elles sont effectivement pertinentes dans un cadre avec des pathologies avancées, type Alzheimer, Parkinson, très avancées. C'est un petit peu comme on dit l'hôpital de fin de vie. Et effectivement, on sait que ces établissements sont quand même relativement surchargés avec des listes d'attente très longues. Aujourd'hui, très sincèrement, sur le marché de la silver economy, beaucoup d'études sont tournées vers ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire organiser l'EHPAD à la maison pour permettre aux personnes d'être maintenues le plus longtemps possible à domicile dans les meilleures conditions. Comment est-ce que vous saviez qu'il y avait un marché? Je vous ai coupé. L'OC Mobile, Optical Center Mobile, oui. on l'a testé déjà il y a 2 ans en Israël. Vous savez qu'on a une fondation à Jérusalem qui donne des lunettes aux nécessiteux de Jérusalem et puis de la Judée-Samarie, c'est les régions qui entourent Jérusalem. On l'a testé là-bas pour donner aux personnes nécessiteuses. Et en fait, on l'a lancé en France il y a 1 an et demi.
Mais c'est le bon sens, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite déjà d'arriver à cet âge-là, de rester chez soi et de commander son rameur à la maison, et puis d'avoir un spécialiste qui nous dise, ben voilà, pour l'audition, c'est Optical Center, et pour tel souci pour votre assurance, c'est là. Non, mais c'est le sens de l'histoire. Mais est-ce que vous êtes appuyé sur des études? Est-ce que vous avez le bon sens? Juste le bon sens. Vous fonctionnez comme ça. Le bon sens et le Votre business model, c'est le bon sens. Complètement. C'est le respect des grands-parents, c'est le respect des anciens, et c'est la base de l'être humain. Alors, on parle beaucoup de télémédecine aujourd'hui. Est-ce que du coup, on s'achemine vers de la téléoptique? Oui, alors on est sur deux projets, en optique et en audition. Donc les personnes viennent en magasin, ça marche déjà, ça, on a déjà testé. Les personnes viennent en magasin, on est en contact avec l'ORL ou avec l'ophtalmologiste, on fait l'examen en magasin, dirigé par l'ophtalmologiste ou l'ORL, et puis la personne reçoit directement par mail son ordonnance, et puis achète ses lunettes ou son appareil auditif directement. On s'attend à une vague de licenciements en septembre dans ce contexte extrêmement difficile. On recrute 700 personnes. J'allais y venir. Comment est-ce que vous réussissez à recruter 700 à 800 personnes? Est-ce que vous avez du mal à trouver justement ces talents? Oui. Comment si vous avez des enfants qui ont 18 ans, qu'ils fassent optique. Voilà, qu'ils fassent optique. Il manque d'opticiens en France. Le métier est magnifique. On donne la vue. C'est un beau métier. C'est un métier chic. C'est un métier noble. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un métier qui va quand même fortement se digitaliser? C'est-à-dire que les machines vont être franchement plus compétentes à un moment que l'humain qui est derrière? La vente sur Internet, c'est 1% du business en optique. Il y a 1% du chiffre d'affaires qui est fait sur Internet, alors que pourtant il y a plein d'offres. Donc les gens ont besoin de venir voir leur opticien, de toucher les lunettes, de les essayer et d'avoir un conseil en magasin. Ok. Donc vous avez du mal à recruter, c'est bien ça. Un mot peut-être de votre présence à l'international. Vous êtes présent dans 7 pays. Est-ce que cette présence vous a aidé justement au moment du confinement à anticiper, à prévenir le confinement, le déconfinement en France? Comment est-ce que vous êtes appuyé dessus? En fait, je vis à Jérusalem. Il y a un mois d'écart. Le virus s'est déplacé finalement d'est en ouest. Donc on a été déconfiné un mois avant. J'ai vu comment ça s'est passé. On a mis la chose en place en France. Et puis après le déconfinement, il y a eu une ruée de clients dans nos magasins. Et on ne désemplit pas. Maintenant, il faut juste trouver des opticiens. On en a recruté déjà 400 sur les 700 là, depuis le déconfinement. Et on espère recruter les 300 ce mois-ci. Je reviens vers vous. Comment a évolué votre plateforme pendant la crise? J'imagine que vous avez dû voir une grosse différence. Et surtout, quels sont les services qui sont les plus rentables? Alors effectivement, l'impact pour nous a été, disons, positif, puisque ça a été aussi l'occasion de faire preuve de notre concept. Quand on sait que les personnes ne pouvaient plus être accompagnées en présentiel, on avait l'avantage d'avoir cette plateforme nativement opérée pour faire de l'accompagnement en distanciel. Et c'est ce qui a permis, sans avoir recours à des mutations profondes dans l'organisation de la structure, de pouvoir délivrer des accompagnements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le confinement a été aussi synonyme de baisse des interventions à domicile. Pour certaines personnes, moins d'interventions à domicile, ça veut dire ne se lève pas, ça veut dire ne peut pas préparer ses repas ou même manger. Et effectivement, dans ce cadre-là, avec l'appui d'acteurs comme AG2R La Mondiale ou d'autres des bailleurs sociaux, Domo France, ils nous ont demandé d'opérer des appels de prévention à destination des seniors isolés à leur domicile pour pouvoir, alors d'une part, éviter l'écueil qu'il y a eu pendant la canicule de 2003, à savoir retrouver des personnes décédées à leur domicile à l'issue du confinement. Et là, vous avez occupé une place centrale pendant ce auprès des personnes âgées, tout à fait. Ça a été l'occasion de montrer, puisqu'il faut savoir que le métier de care manager, c'est quand même quelque chose de nouveau, bien que des pays comme le Canada soient quand même précurseurs sur la démarche. Aujourd'hui, on va vers ces modèles des pas hors les murs et d'accompagnement par des care managers. Aujourd'hui, le confinement a été l'occasion de faire preuve de ce concept-là. Et c'est quel type de personnes qui viennent chez vous à utiliser ce genre de service? Est-ce que c'est plutôt les aisés ou bien c'est plutôt les précarisés? Quelle cible? Quelle est la cible? J'aurais fait une distinction, je ne l'aurais pas fait du point de vue de la catégorie socio-professionnelle, mais je l'aurais fait du point de vue de les seniors eux-mêmes ou bien les aidants familiaux qui accompagnent leurs parents, qui sont parfois éloignés, qui ont parfois peu de temps ou pas de congé à poser pour s'occuper de tout ça. Donc il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir de l'argent ou pas d'argent, ils viennent chez vous? Disons que le canal est un peu différent. Si on parle effectivement du niveau de revenu, on a pu gérer des situations pour des personnes en situation de précarité, mais on passait par le biais du bailleur social qui payait la prestation pour le compte des personnes en faisant le choix dans le cadre d'une démarche RSE de gérer ces accompagnements. Petite précision qui est importante, c'est que
tous ces appels de prévention et ces opérations qui ont été menées, ça a été l'occasion aussi d'un observatoire Ergocol qu'on a pu réaliser, qui a permis, dans une première édition, de faire un focus effectivement sur les conditions de vie des seniors confinés à domicile, en sachant que ça représente quand même une majorité, bien que ce qui a été fortement médiatisé sont les personnes en EHPAD ou hospitalisées pendant le confinement. Dans une seconde édition, on a vraiment pu faire le lien aussi avec les impacts sur le système sanitaire. Et à présent, on est en train de sortir une édition qui sort cette semaine et qui, là, permet de faire un focus sur l'enjeu primordial de la prévention. Je vous coupe parce qu'il nous reste 44 secondes. Je voudrais qu'on parle d'un chiffre ensemble. En 2050, la Terre comptera presque 10 milliards d'habitants, dont 20% auront plus de 60 ans. Est-ce que, selon vous, question à tous les deux, est-ce qu'on est prêt à relever ce défi de la silver economy, selon vous ? J'espère que le manque de voir nos parents pendant la période de confinement, finalement, quand il y a un manque, après on veut le compenser. Et j'espère qu'aujourd'hui, on a tous conscience qu'il faut s'occuper de plus en plus des parents, des grands-parents. Et c'est le sens de l'histoire, c'est certain. Si on peut rester à domicile jusqu'à 120 ans, c'est une chance. Et on a tous les modèles pour pouvoir y arriver qui sont en place. Le tout maintenant, c'est de les démocratiser. Donc pour arriver à cet accompagnement. D'accord, ok. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Lévy, président du groupe Optical Center, et Marion Favre-Laurin, directrice générale de Marguerite. Merci. On vous reste avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour Smart Bio tout de suite. Et on entre dans notre dernière séquence de Smart Up avec nos deux derniers invités. Aymeric Roulin, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Smart Fooding, et Thomas Lemal, vous êtes le fondateur d'OE. Alors OE, c'est du vin bio. Tout à fait. Complètement bio, de A à Z, c'est ce qu'on va voir pendant cette interview. Smart Fooding, c'est une plateforme qui facilite l'accès à tous les produits bio, mais également sans allergènes. Donc vous êtes deux entrepreneurs qui innovent pour créer le monde de demain. Vous avez bâti votre business plan sur des nouvelles tendances de consommation, des nouvelles habitudes de consommation. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'elles sont pérennes, ces habitudes de consommation ? Est-ce qu'on peut vraiment construire une entreprise sur le bio ? On croit, du moins chez Smart Fooding, quand on a créé le projet, que la bio en est à ses débuts. Donc vous dites la bio, vous ? Ou le bio. Ouais. Le bio, peut-être que Thomas dira aussi la bio, mais le marché écologique et bio, en tout cas, il en est à ses débuts. Aujourd'hui, de plus en plus de familles et de personnes consomment bio. Donc on pense que oui, c'est un marché pérenne et qui, a fortiori... Donnez-nous un chiffre de croissance du marché du bio. Dans le monde du vin, le bio, c'est plus 20% tous les ans depuis 8 ans. Ouais. Et de manière générale ? Et de manière générale, aujourd'hui, nous, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est 25% des gens achètent bio et les trois quarts déclarent vouloir consommer bio. Thomas Lemal, une réponse à la question ? Oui, on a vu que pendant le confinement, justement, les boutiques bio explosaient. Enfin, on a vu un accroissement des achats bio. Et donc, cette sorte de virus, ça vient aussi être un vrai déclencheur, une vraie alerte pour les clients, pour vraiment prendre conscience de quoi ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment et quels sont les liens derrière, quoi. Mais ce marché de la food tech, il est vraiment en croissance exponentielle, selon vous ? Oui, aujourd'hui, quand on parle de chiffres et de e-commerce, de vente alimentaire, ça représente 7 à 8% de tout ce qui va concerner les achats alimentaires. Donc c'est très faible par rapport à d'autres marchés qui se sont digitalisés bien avant. Donc on est au tout début. Et on essaye d'être ces acteurs qui changent, qui disruptent le marché aussi, à travers de la vente de produits qui plus responsables, plus écologiques, et qui correspondent aux vraies attentes du consommateur, qui cherche aujourd'hui à avoir une vraie traçabilité et une vraie transparence dans ce qu'il va consommer. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, on veut remettre de la confiance dans les achats. Et de plus en plus, le consommateur demande ça. Et nous, on a des feedbacks de nos clients qui sont vraiment dithyrambiques sur ce côté-là, parce que justement, les choses sont simples, engagées, cohérentes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et dans l'intégralité de chacune de vos entreprises. Faciliter chaque jour les courses familiales tout en ayant recours à du bio et du sans allergène. Comment est venue l'idée ? Et de surcroît, vous avez lancé cette entreprise en vous attaquant à un marché spécifique, qui est le marché espagnol. Pour quelles raisons ? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une histoire de trois papas engagés, concernés par l'alimentation de leur famille. On a des enfants qui ont des allergies ou des intolérances.
Donc ça, c'est le point de départ. Après, ces 3 papas, il y en a 2 qui vivent à Barcelone, c'est des Français. Et on a décidé de lancer notre entreprise, notre start-up, au sein d'un marché dans lequel la différence et les régimes alimentaires sont très acceptés. En Catalogne, il est très facile d'aller dans un restaurant et demander un pain sans gluten sans qu'on vous regarde de travers. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. On a testé le concept, on a vu que le digital était un moyen d'adresser des problématiques de famille espagnoles, et on a décidé de très vite déployer en France 1 an plus tard. Alors, vous filtrez plus de 40 contraintes alimentaires, le gluten, le lactose, la levure, le vegan. L'alimentation de demain, ça va être cette espèce de casse-tête de l'alimentation, selon vous? Oui, alors au-delà d'un casse-tête, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est aussi une façon de dire à ceux qui ont un régime spécifique, vous pouvez manger comme tout le monde. Ce n'est pas infaisable, et on doit changer les choses. Donc nous, on vient comme une solution qui facilite l'alimentation d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ces allergies, elles ont toujours existé, ces intolérances alimentaires, elles ont toujours existé, elles sont maintenant beaucoup plus prédominantes. Les proportions de jeunes enfants qui arrivent avec des allergies ou des intolérances ont doublé en moins de 10 ans. OE, le vin bio de A à Z, vous n'avez pas de terres agricoles, mais vous sourcez des viticulteurs qui produisent du bio, et vous faites du bio donc jusqu'à la bouteille, jusqu'à l'étiquette et jusqu'au bouchon. Racontez-nous l'histoire. Oui, en fait, avec François-Xavier, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est que c'est compliqué d'acheter son vin. On est souvent perdu dans un rayon pas possible, sans savoir quoi acheter. Et le deuxième, c'est que la vigne, c'est 4% de l'agriculture et c'est 20% des pesticides. Les gens ne savent pas forcément, mais le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé. Et justement, donc c'est très difficile de les isoler, de les localiser, ces vignerons. Et pourtant, il y a vraiment des vignerons qui produisent d'une très belle manière, très simple, très juste, grâce à la biodiversité. Et donc, c'est ces vignerons-là que nous, on va chercher pour produire les vins OE. Je n'ai pas précisé, mais OE, c'est pour œnologie, et c'est pour OE d'être une marque qui prend la parole, qui s'engage, qui vient remuer un peu tout ça. Et donc, on veut des vins qui soient bons, c'est sûr. On a une œnologue, Valérie, qui est avec nous, qui sélectionne les vins. On veut des vins bio, vegan, 0 pesticides. On passe tous nos vins sous contrôle pour vraiment garantir qu'il y a 0 pesticides. Et après, au-delà du vin, on veut une grande cohérence dans ce qu'on fait. Et donc, les bouteilles sont au maximum lavées, issues de la consigne et donc réutilisées. On a des bouchons naturels qui sont négatifs en carbone. On a une étiquette qui est blanchie, mais pas blanchie au chlore, qui est recyclée. On a une colle hydrosoluble. On a l'ensemble de nos opérations qui est neutre en carbone. Tout ce qu'on fait, on essaie de bien le faire avec du sens, d'une belle manière, et de toujours progresser. En allant aussi loin, est-ce qu'on ne tombe pas dans un vaste concept marketing quand même? C'est une bonne question. En fait, on peut marketer tout ça, mais c'est plutôt des engagements auxquels on croit vraiment, qui sont l'amoncellement de plein de petites choses, plein de petits choix. Quel carton on prend, quelle colle on prend, quel bouchon on prend. On a choisi par exemple de ne pas mettre de capsules sur notre vin, parce qu'en fait 95% des capsules du marché sont pas recyclables. Donc on a choisi de ne pas en mettre. Alors c'était un choix un peu important pour nous, parce que c'est quand même une partie importante de la bouteille. Mais on a fait ce choix-là parce qu'on veut de la cohérence. Et au-delà du contenant et du contenu, on veut être aussi une entreprise cohérente avec ça, toujours en progression, toujours avec des nouveaux engagements. Et ça nous a amené à être certifié Bicorp, qui est le mouvement des entreprises à impact positif. Alors, qui est réceptif à votre engagement? Des entreprises et des particuliers, puisque vous vendez à la fois en B2C et en B2B, c'est ça? Tout à fait. On vend aux particuliers sur le site oeforgood.com, mais on vend beaucoup aux entreprises, certaines entreprises pour leurs événements. On a fourni les événements de Facebook, de Google, de différentes entreprises de plus en plus engagées. En fait, les entreprises veulent de l'engagement. Les acheteurs des entreprises sont aussi des humains qui partagent ces valeurs-là. Et donc, de plus en plus d'entreprises nous ouvrent leur Finalement, c'est le marché de l'entreprise qui va tirer un petit peu et vous ouvrir le marché des particuliers. C'est comme ça que vous voyez les choses? C'est comme ça qu'on voit les choses, effectivement, parce que, effectivement, avec les entreprises, on accède plus rapidement à plus de personnes. Et puis, on a un service qui est vraiment excellent pour les entreprises. Donc, ça nous permet de bien... Alors, une idée de la gamme de prix et du chiffre d'affaires que vous avez dégagé en 2019? Alors, les vins OE sont autour de 8 à 10 euros en prix TTC grand public, livraison gratuite. Et l'an dernier, on ne communique pas nos chiffres, mais en gros, on fait x2 à x3 tous les ans depuis la création. Ouais. Est-ce que les marges sont plus importantes que sur un vin traditionnel en raison de tous les engagements développement durable, justement? Je pense que les marges sont moins importantes parce qu'on veut un prix juste et pour le vigneron. On ne négocie pas les prix avec les vignerons et pour les consommateurs. Donc nous, on fait nos choix, mais je pense que dans le monde du vin, il y a des habitudes qui font que d'autres ont d'autres marges.
Je reviens vers vous, Aymeric Roulin. La concurrence, elle est exacerbée sur le marché du bio. Il y a des plateformes partout. Il y a la puissance des magasins bio, notamment dans les grandes agglomérations. Comment est-ce que vous faites face? Comment est-ce que vous allez vous installer sur ce marché qui est ultra concurrentiel? Oui, vous avez raison, c'est un marché qui est ultra concurrentiel et où il y a de la place pour tout le monde. Déjà, ça, c'est un premier point, parce qu'il y a une grosse demande. Encore faut-il exister, quand même. Voilà, exactement. Donc, chez Smart Fooding, il y a 2 points de différenciation importants. La première, c'est qu'on sélectionne vraiment des produits qui sont adaptés à des régimes spécifiques, et notre catalogue n'excédera jamais 3-4 000 références. Donc on va sélectionner l'ensemble de nos produits auprès de producteurs engagés, de producteurs locaux. Donc c'est des produits que vous ne retrouvez pas forcément chez ces gros faiseurs de la bio. Ça, c'est le premier point. Et il est aidé, ce référencement, par des experts en nutrition. Donc chez nous, on a des nutritionnistes qui viennent choisir et décrypter l'ensemble des produits pour simplifier la lecture des produits et donner accès à ces produits. Et le deuxième point de différenciation, il est dans le modèle de Smart Fooding, où nous, on fonctionne avec un modèle d'abonnement. Donc vous prenez un abonnement quand vous arrivez chez Smart Fooding, et cet abonnement de 49 € par an vous permet de bénéficier de remises de 15 à 40% sur tout le catalogue pendant 1 an. Et ça, c'est aussi ce que demandent aujourd'hui les consommateurs, c'est de pouvoir acheter une alimentation bio qui, sur le papier, est plus chère aujourd'hui dans la distribution de masse, et que nous rendons plus accessible. De votre côté, comment est-ce que vous les fidélisez, vos clients, une fois que vous les avez ferrés? On les fidélise par, je pense, 3 aspects. 1, c'est la qualité du vin, c'est la base. 2, c'est la qualité du service. Donc ils reviennent, en fait. Vous voyez que... Oui, ils reviennent. Et puis 3, sur les valeurs, sur la grande cohérence qui nous caractérise. Je pense qu'on a une certaine unicité de ce côté-là. Et donc nos clients reviennent parce qu'ils apprécient ces valeurs-là, ils veulent les partager, et ils veulent donner de l'impulsion à ça aussi. La distribution, évidemment, c'est le nerf de la guerre. On vient d'en parler. Où est-ce que vous êtes distribué? Est-ce que vous pourriez étendre encore davantage dans les magasins de proximité? Aujourd'hui, on est distribué chez des épiceries qui sont très engagées, un peu précurseurs. Donc ça peut être des magasins bio également? Ça peut être des magasins bio, oui. On est référencé, par exemple, on est assez fiers au Magasin Général à Bordeaux, qui est un haut lieu de l'engagement. Et on va annoncer plein de belles choses de ce côté-là dans les mois qui viennent, parce qu'on discute avec les uns les autres. Donc effectivement, il y a de quoi faire. Et comment est-ce que vous expliquez que vous soyez aussi peu référencé, justement, pour le moment? Parce que c'est encore le début de l'aventure pour nous. Donc tout va changer prochainement. Dernière question, le vin, c'est pas forcément qu'une étiquette et du marketing, c'est aussi des valeurs qui sont souvent transmises de génération en génération. C'est pas votre cas. Comment est-ce que vous réussissez à vous affranchir justement du fait que vous ne soyez pas une grande famille du vin, comme c'est le cas notamment... alors vous êtes basé à... On est à Lyon. Vous êtes à Lyon, comme c'est le cas notamment dans les grandes familles bordelaises. Alors il y a des histoires de grandes familles, mais il y a aussi plein de jeunes parisiens ou autres qui se lancent dans la viticulture parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent bouger les lignes aussi dans la viticulture. Et donc on peut être entre guillemets néophyte et se lancer dans le vin. Et après, nous, par rapport aux valeurs, aux histoires qu'on raconte, c'est simplement l'histoire de nos engagements qui sont très concrets, très mesurables, très visibles. La biodiversité, elle est présente. Et donc on mise plus là-dessus, on compte plus là-dessus que sur le passé. Aymeric Roulin, cofondateur de Smart Fooding, et Thomas Lemal, fondateur d'OE. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Soumier, et moi je vous souhaite une très très bonne journée.